Bonjour à tous, j'espère que vous nous entendez déjà. On va vérifier le setup technique. Si vous pouvez mettre peut-être un petit message, un petit pouce quelque part dans Teams pour nous dire que vous nous entendez bien. J'attends Evie. Ok, c'est bon, on est bon. Bonjour à tous, bienvenue. On est dans un nouveau format un peu qu'on appelle, pour l'instant, qu'on a appelé l'IAterview. L'idée, c'est de faire un croisement un peu entre un Rex, une formation et une interview en mode podcast, avec du coup des gens d'Adon, aujourd'hui avec du coup Fiona, pour vous partager justement des tips sur comment utiliser l'IA, pour comment est-ce que ça s'utilise concrètement dans la vie de tous les jours et dans notre travail de tous les jours. Donc, si jamais, donc moi je suis Alexis, le responsable formation de la practice IA, on en reparlera un petit peu après de la practice, et avec moi du coup Fiona. Bonjour, merci de me recevoir dans ce nouveau format. Écoute, avec plaisir. Fiona, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu à tous ceux qui nous regardent, à tous les Adoniens qui nous regardent? Qu'est-ce que tu fais? Depuis combien de temps tu es chez Adon? C'est quoi tes missions, etc. etc. Bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Fiona Baroni. Je suis manager advance chez Adon, que j'ai rejoint il y a quelques mois désormais, après avoir fait une expatriation de quelques années en Italie. Et je suis actuellement en mission chez Louis Vuitton, où je suis business owner, ce qui consiste à finalement traduire la stratégie digitale de la maison en des initiatives concrètes que je vais ensuite pitcher auprès de la direction pour récupérer des sponsors et des budgets et pour ensuite orchestrer, coordonner et suivre ces initiatives et ces projets tout au long de leur vie. Ok, c'est tout un programme en tout cas. Du coup, au regard de cette mission-là, nous, ce qu'on voulait savoir, c'était comment est-ce que tu utilisais l'IA au quotidien et surtout quel est ton historique un peu avec l'IA, parce que nous, on a préparé évidemment un peu cette interview, donc on a des petits spoilers entre nous, mais quand est-ce que tu as découvert toi l'IA? Comment est-ce que tu t'es mis à l'utiliser? Comment est-ce que tu as trouvé tes cas d'usage? Est-ce que c'était facile, pas facile? Enfin voilà, dis-nous tout là-dessus. Alors, en fait, moi, j'ai découvert l'IA il y a un petit moment maintenant, je dirais que c'était en 2022. Et j'écoutais beaucoup de podcasts, je suivais pas mal d'influenceurs un petit peu tech sur les réseaux. Et à un moment donné, j'ai entendu parler de l'IA Gen partout. Et j'ai eu envie d'essayer. Il y avait cette promesse qui m'intéressait énormément, qui était de pouvoir déléguer les tâches qui étaient assez chronophages dans mon quotidien et qui me prenaient de la bande passante sans que moi j'y apporte vraiment de la valeur. Et donc au début, j'étais pleine de bonnes intentions, sauf que je me suis vite retrouvée face au syndrome de la page blanche, Ouais. où on est face, alors moi à l'époque, GPT, parce que je n'avais pas encore accès à MGPT, qui me dit comment puis-je vous être utile, et j'avais envie de lui dire mais dis-moi toi, parce que je ne sais pas. Donc j'ai dû faire beaucoup de recherches, Ouais. j'ai vraiment tâtonné, et c'est pour ça que je suis très heureuse aujourd'hui de pouvoir vous rejoindre sur ce format-là, parce que je pense que mon expérience et les innombrables tests que j'ai pu faire peuvent être finalement utiles au plus grand nombre chez Adon, et je trouve ça chouette de pouvoir partager ça aussi. Yes, c'est exactement pour ça qu'on voulait justement faire ce format-là. Du coup, tu me disais que tu as commencé avec ChatGPT, globalement dès qu'il est sorti, enfin, Oui, à ses juste un peu débuts pour après, le quoi, à coup. ses débuts. Donc ça veut dire que voilà, nous, on a commencé à faire des formations chez Adon un peu après, plutôt 2023-2024. Donc tu es arrivé avec déjà un petit bagage, toi, quand tu es chez Adon. Est-ce que tu as pu suivre ces formations, pardon, et est-ce que ça t'a aidé? Qu'est-ce que tu as trouvé dedans? Voilà. Alors, en effet, je les ai suivis dès mon arrivée, parce que je suis toujours preneuse de récupérer un maximum d'informations. Ouais. Et je pense on peut apprendre tous les jours, même si on pense bien maîtriser un outil. Et je les avais trouvées super intéressantes parce qu'il y avait des vrais cas concrets, surtout sur les dernières. Ouais. Sur la toute première, on est un petit peu dans le théorique, on explique les systèmes neuronaux, qu'est-ce que c'est l'IA Gen, pourquoi est-ce qu'il y a des tokens, etc. Donc, ça peut sembler un petit peu théorique et un petit peu abstrait. Ouais. En revanche, dès la seconde, et encore plus sur la dernière que vous aviez organisée il y a quelques mois, j'avais trouvé ça extrêmement concret, avec des vrais prompts que tout le monde pouvait réutiliser. Et je pense que c'est aussi un moyen pour les Adoniens qui nous écoutent de se mettre le pied à l'étrier pour ceux qui ne savent pas encore faire. Parce que d'avoir des prompts prêts à l'emploi, entre guillemets, c'est aussi un moyen de passer ce syndrome de la page blanche et de se dire mais ça a l'air tellement compliqué et l'output qu'on me propose n'est pas du tout à la hauteur de ce que moi j'imaginais. Ouais. Bah écoute, ça tombe bien parce qu'on va le rappeler ici, parce que c'est dans l'invitation aussi, mais toutes tes prompts, aujourd'hui on ne va pas partager, on ne va pas lire les prompts un à un, on va juste expliquer comment tu les as trouvés, comment ils sont structurés, mais toutes les personnes qui sont là aujourd'hui, qui sont avec nous, vous recevrez tous les prompts de Fiona,
que vous pourrez reprendre comme base, donc ça fait la bonne transition, et que vous pourrez ensuite adapter, modifier comme vous voulez, mais au moins vous aurez un petit peu une base sur laquelle du coup Fiona va nous expliquer un petit peu comment elle en est arrivée là. Je te propose du coup qu'on rentre directement dans le dur du dur, dans les cas d'usage, avec le premier cas d'usage qui est un peu un classique. On en a parlé en formation, tout le monde en parle un peu partout à chaque fois qu'on parle d'IA. C'est le CR de réunion, mais toi, tu as une approche que je trouvais intéressante quand on a préparé justement ces cas d'usage-là. Et est-ce que tu peux nous en parler un peu? Absolument. En fait, comme je te le disais lorsqu'on préparait cette interview, moi, mon obsession dans ma façon dont j'utilise l'IA, c'est comment est-ce que je peux gagner du temps. Déjà parce qu'on court tous après les heures à la fin de la journée, et en plus parce que je pars du principe qu'en effet, j'ai une expertise, mais que faire un compte-rendu d'email n'est pas forcément à la hauteur de ce que moi j'aimerais apporter, que ce soit à ma mission, que ce soit à Adon ou que ce soit à ce que moi je fais au quotidien. Et donc, on sait qu'un CR, ça peut être très chronophage. On sait aussi qu'aux yeux de nos clients, un mauvais CR, ça peut aussi vouloir dire un mauvais consultant. Donc, on a tendance à y passer longtemps. Sur une réunion complexe, il n'est pas rare de prendre 1h30, 2h, 2h30 pour faire un bon CR, pour être sûr de ne rien avoir oublié. Largement, oui. Donc moi, j'ai tendance à enregistrer mes réunions et pouvoir rebalancer la transcription à MGPT, où j'ai un prompt qui est déjà enregistré, qui est assez complexe, que j'ai construit avec le temps, qui est vraiment orienté avec un rôle cette fois-ci, où je lui dis, imagine que tu es un chef de projet expérimenté. J'ai besoin de faire un compte-rendu de cette réunion dont tu trouveras le transcript ci-dessous. Et j'ai besoin que ce CR soit adapté à une catégorie d'interlocuteurs qui sont des dirigeants, qui sont des C-level, qui sont des managers. Donc j'ai besoin que tu prennes du recul et que tu orientes ce compte-rendu vers les enjeux, les décisions qui ont été prises, les next steps. Donc je lui donne vraiment toute la structure que j'attends de lui. Et surtout, et je sais que c'est ça où tu m'attendais, j'ai un petit tips là-dessus, c'est-à-dire que je lui demande de faire une auto-évaluation. Donc je lui dis, une fois que tu m'auras fait une première proposition, je voudrais que tu notes cette proposition sur une note de 20 et que tu identifies des axes d'amélioration par rapport à ce que tu aurais pu faire de mieux. Immédiatement ensuite, je veux que tu me fasses une seconde proposition qui, à ton sens, serait parfaite et qui mériterait la note de 20 sur 20. Donc finalement, il prend peut-être 1 minute de plus et il va me sortir une seconde proposition que je considère comme plus complète. Alors, sur ça, comment est-ce que... Déjà, l'auto-évaluation, comment ça t'est venu? Parce qu'on n'a pas forcément ce réflexe-là. Moi, le premier, c'est vrai que parfois, je fais un peu un prompt pour avoir un résultat direct. Et j'ai plus tendance à dire « Ah, attends, refais-le-moi comme ci, refais-le-moi comme ça ». L'auto-évaluation, ça permet un peu de, pas forcément de totalement échapper à ce retravail, mais d'avoir directement quelque chose de peut-être un petit peu mieux. Comment ça t'est venu? Alors, finalement, ça m'est venu sur une anecdote qui est assez drôle, où une fois, je lui demande de me faire un output, je ne sais plus exactement pourquoi. Et quelques temps après, je lui re-shoot en disant « Tu m'avais proposé ça, et finalement, j'en suis pas hyper contente, j'aurais préféré que tu fasses ça, ça, ça. » Et GPT me répond « Oui, c'est vrai que la proposition n'était pas parfaite, on aurait pu faire ci, ça, ça. » Et je lui dis « Mais tu te fiches de moi, c'est toi qui m'as donné cet output, c'est toi qui m'as donné ce résultat. » Et donc là, je me suis dit, ok, même lui, il n'est pas toujours content de ce qu'il fait au premier abord. Un peu comme quand nous, on fait quelque chose et qu'on y revient le lendemain et qu'on se dit, mais en fait, j'aurais dû penser à ci ou j'aurais dû le tourner comme ça. Et donc, sur les tâches un peu complexes, sur les outputs un petit peu denses, j'ai tendance à assez automatiquement lui demander de faire cette auto-évaluation. Et finalement, je me suis rendu compte que la seconde était toujours bien meilleure. Donc, il est capable, même en un temps immédiat, ou dans le même prompt, je lui demande de faire quelque chose et de s'auto-évaluer directement, il est capable de vraiment s'améliorer. Ok, hyper intéressant. Si jamais après il y a des questions là-dessus, on pourra revenir dessus, mais on va passer au deuxième cas, qui lui est un peu plus simple, enfin en tout cas au moins en apparence, c'est de la traduction. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu utilises ça toi au quotidien pour ton travail quoi, finalement? Yes. Alors moi je travaille dans 3 langues différentes. Et même si je suis capable de les parler et de passer de l'une à l'autre, comme je disais, mon obsession, c'est de gagner du temps. Donc je me dis toujours, pourquoi est-ce que je vais passer 10 minutes à traduire un texte alors que je peux en passer seulement 2 à le relire et à l'ajuster. Donc j'ai un prompt qui est hyper minimaliste pour ça, où je lui dis simplement, je voudrais que tu traduises ce texte de cette langue à cette langue
en conservant le ton et le style initial. Parce qu'on a parfois aussi des biais là-dessus où lui, il a une façon de penser que l'anglais doit être rédigé qui ne correspond pas à mon texte initial. Et donc, si mon texte initial ou mon content est un mail, c'est pas pareil que si c'est une présentation PowerPoint, c'est pas pareil que si c'est un compte-rendu, encore une fois. Donc, c'est toujours important de lui rappeler de conserver le style et le ton. Mais par contre, mon prompt fait vraiment 2 lignes. Oui, et ça pour le coup, c'est sur ça que je voulais rebondir un peu, c'est que comment tu fais, là, tu as choisi de faire 2 lignes. Et sur le premier prompt, bon, quand vous le verrez, du coup, il fait quand même pas mal. Il y a deux gros paragraphes. Yes. Comment tu fais le choix entre bon, ben là, un prompt simple me suffit versus ah ouais, là, il faut que je prenne un peu plus de temps pour faire une requête un peu complexe, un peu. Voilà. En fait, j'ai une règle qui est assez simple, c'est pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple. Et encore une fois, mon objectif, c'est de gagner du temps, pas de me prendre la tête avec l'IA. Et donc, du coup, je pars du principe, et c'est peut-être à tort, et peut-être que d'autres ont d'autres façons de faire, mais que si j'ai une tâche simple à réaliser, je vais essayer d'aller vers un prompt simple. En revanche, quand j'ai une tâche complexe, je vais essayer de lui donner un maximum d'informations pour avoir le minimum d'itérations possible et encore une fois, gagner du temps à la fin. Ok, donc en fait, tu fais ça en corrélation entre la complexité de ta tâche de base et le temps que ça te prendrait avec le prompt qui va avec. Quoi, exact. Ok. Écoute, passons au cas suivant, puisque c'était la rédaction de mails. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce que rédiger des mails, on entend ça souvent aussi de « Ah, on peut utiliser ChatGPT ». Je pense qu'il y a peut-être des gens qui ont déjà essayé, qui se sont dit « Mais en fait, qu'est-ce que c'est que ce mail-là? Je ne vais pas envoyer ça. » Je préfère encore le réécrire moi-même. Je sais que personnellement, ça a été parfois comme ça. Toi, quelle est ton approche là-dessus? Parce que tu l'utilises vraiment globalement au quotidien. Absolument. Alors souvent c'est un cas qui fait sourire ou hausser les sourcils parce que les gens me disent mais vraiment tu demandes à l'IA d'écrire tes mails, on en est arrivé à ce niveau de délégation. Et alors je ne lui demande pas d'écrire tous mes mails. Ouais. C'est plutôt, et je pense que ça nous est tous arrivé dans le boulot, on a parfois des boucles de mails à rallonge avec à peu près 112 interlocuteurs qui donnent tous leur avis même quand on ne leur a pas forcément demandé. Et qui amène à des réponses un petit peu structurées, un petit peu construites, où on ne peut pas simplement répondre « je suis d'accord avec bidule » et enchaîner. Et donc c'est dans ce genre de cas que j'utilise l'IA, où je vais lui copier-coller purement la boucle d'email. Alors encore une fois, attention, on utilise toujours l'IA du client quand c'est possible et on ne met aucun sujet ou prénom confidentiel. Très bon rappel. Donc moi j'ai la chance chez Louis Vuitton d'avoir une IA interne chez LVMH, donc je ne me pose pas 36 000 questions à ces sujets-là. Mais je copie-colle la boucle d'email. Si c'est pertinent, je lui inclus les pièces jointes qui pourraient s'avérer nécessaires à la bonne rédaction. Et j'ai un prompt qui est assez simple, relativement simple, où finalement je lui dis, dans cette boucle d'email, je suis Fiona Baroni. J'aimerais répondre à cet email. Mon message principal serait... A, B, C, je suis plutôt d'accord avec ce point-là. Donc, comme si j'avais rédigé cet email sans finalement y mettre ni forme ni structure, je lui donne 3 idées comme ça, lancées à la volée. Structure-moi une réponse qui soit cohérente, encore une fois, avec le ton et le style de mes emails précédents dans la boucle. Ça serait étonnant que d'un coup, j'utilise un champ lexical complètement différent ou une façon de m'exprimer très, très différente, encore une fois. Ouais. Et je crois que c'est tout. Donc, je m'identifie et j'oriente sa réponse, en effet. Okay. Et très souvent, le résultat est vraiment à la hauteur. Et j'ai juste à copier-coller. Évidemment, toujours faire une repasse, toujours modifier, puisqu'il y a toujours 3 bidouilles à changer. Mais ça me fait gagner vraiment du temps. Ok. Pourquoi est-ce que tu dis « je suis Fiona » parce que c'est intéressant, tu me dis « je m'identifie ». Est-ce que tu as déjà eu des cas où tu ne l'as pas dit et il t'a comme rédigé un mail en mode j'ai pas pris cette décision-là et que c'était pas toi du tout qui avait écrit ça ou... Alors, pas à ce niveau-là, mais c'est vrai que le fait de m'identifier et de dire qui est-ce que je suis, il voit quel était mon avis sur les boucles précédentes et sur mes messages précédents. S'il ne le sait pas, je peux être n'importe qui des gens qui sont dans la boucle. En effet. Ok, et moi j'avais une autre question là-dessus, parce que les réponses aux mails, tu l'as dit un peu au début, les gens qui disent oui, mais on répond aux mails en IA, mais qu'est-ce qu'on fait, etc. Est-ce que tu as des clients ou juste des gens avec qui tu discutes par mail qui t'ont déjà fait une remarque, qui l'ont déjà vu? Enfin, comment ça s'est passé si jamais Alors non, et je croise les doigts pour que ça n'arrive pas, parce que j'aurais l'air bête. Mais non, c'est jamais arrivé, que ça soit dans les contenus que je partage ensuite, ou que ça soit dans mes emails, ou même mes comptes rendus dont je parlais tout à l'heure. Je pense qu'il y a une relecture et une espèce d'itération de modification qui est toujours obligatoire
parce qu'en effet, désormais, il y a des tournures qui sont assez reconnaissables par l'IA. Un petit peu quand on voit des images qui sont générées par l'IA, notre œil, au fur et à mesure de ces derniers mois, s'est habitué. Ouais. On va reconnaître une patte, on va reconnaître une façon de présenter un visuel. Je trouve que c'est un petit peu la même chose pour les contenus textuels. Et donc, c'est pour ça qu'il faut toujours prendre un petit peu de temps pour faire une repasse et pour être sûr qu'il n'y a pas des petites coquilles qui se sont glissées, puisque on est finalement responsable de tout ce qu'on envoie. Ok. Je pense qu'on peut passer au cas le plus complexe, franchement. Exactement. Bon, je te laisse expliquer parce que franchement, même moi, c'est difficile à résumer. Tout ce que je peux dire aux gens qui nous écoutent, c'est que c'est vraiment un très gros morceau de ce que toi tu fais en termes d'IA. Quand tu nous l'as expliqué, on s'est dit ah ouais, vraiment, donc là on est dans une utilisation un petit peu avancée. Donc est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais, pourquoi tu le fais, comment tu en es arrivé là, et après on donnera peut-être un petit exemple de déroulé, quoi. Je vais essayer d'être plus didactique possible et la plus synthétique, parce qu'en effet, ça m'a pris beaucoup de temps et c'est pas forcément toujours très digeste au début. Donc en effet, la très grande majorité de mon temps, je la passe à faire des présentations PowerPoint. Ouais. Donc que cela soit pour aller pitcher des projets, que cela soit pour avoir du monitoring ensuite, pour justifier un certain nombre de mes réflexions. PowerPoint, c'est finalement, je trouve, l'outil le plus utilisé par les consultants. Oui. Et j'ai bien évidemment, et je pense comme un paquet de gens ici, essayé un jour de dire à GPT, ok, fais-moi une présentation sur ce thème-là. Et le résultat était à la fois décevant et frustrant, mais je n'ai pas abandonné. Et je dirais que grâce aux différents tips que j'ai pu mettre en place et à une approche un peu séquentielle, maintenant j'arrive à diviser par 4 le temps qu'il me faut pour faire une présentation. Ok, c'est énorme, par 4 c'est, ouais. C'est un truc de je suis assez contente. Ok. Est-ce que du coup tu peux nous expliquer un cas un peu concret, enfin un exemple un peu concret dans ton contexte de travail, tu as besoin de faire une présentation, quel est le sujet et comment tu déroules un peu du coup, ton approche séquentielle? Alors, en effet, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une approche séquentielle dans mon approche parce que je me suis rendu compte que, en attendant l'IA agentique, en tout cas, GPT n'était pas capable, je dis GPT, mais c'est MGPT, c'est l'IA de nos clients, c'est l'IA générative, n'était pas capable à l'heure actuelle d'aller me proposer un output qui était suffisamment élaboré et correct à mes yeux par rapport à ce que j'aurais fait par mes propres moyens. Donc, je commence toujours par lui demander une analyse sur un sujet donné. Donc, ça peut être de lui demander une analyse sur un site web. Ça peut être de lui demander... imaginons qu'en ce moment, je réfléchisse à la e-réservation dans le secteur du luxe. Je vais lui demander quels sont les avantages, les inconvénients. Je vais lui demander un benchmark sur un certain nombre d'acteurs qui l'utilisent. Et je vais lui demander de me sortir le résultat de cette analyse sous la forme d'une série de bullet points avec ses grandes idées. À partir de là, moi, encore une fois, et je le redis, la partie de relecture et la partie de repasse en termes de correction et de modification est extrêmement clé pour passer d'une étape à l'autre. Donc à ce moment-là, je lui dis, ok, je ne suis pas d'accord là-dessus, je voudrais que tu creuses davantage ce point, tu me donnes des sources, mais je ne suis pas certaine que, par exemple, Dior propose la e-réservation, sors-moi exactement l'URL de la page, voilà. Je vais le challenger et je vais lui dire, recommence avec toujours cet output de bullet point. Une fois que je suis satisfaite de cet output, je vais dire, ok, on passe au second prompt. Et là, je vais lui demander de mettre en forme cette analyse sous la forme d'une structure de PowerPoint. Okay. Donc, je vais lui dire, fais-moi une structure de PowerPoint qui illustre cette analyse-là avec, pour chaque slide, le titre et un résumé en une ligne du contenu qu'aura cette slide. Et en parallèle, puisque GPT n'est toujours pas capable de nous générer un PowerPoint, j'ouvre un PowerPoint vierge ou qui contient mon template à utiliser et je vais finalement copier-coller ce qu'il me propose en slide 2, en slide 3, en slide 4 sur mon template. Encore une fois, si je dois lui apporter des modifications, si je lui demande attention, je ne trouve pas cohérent d'avoir le benchmark en premier, je préférais que tu partes de l'analyse initiale, qu'on arrive ensuite sur un benchmark pour arriver à des recommandations, il va me retravailler ça. Et quand moi j'ai un PowerPoint qui est encore une fois très succinct, mais qui correspond à la structure que je voulais avoir, là je commence à partir du troisième prompt à lui demander de détailler chacun des slides.
Donc, je vais lui dire, pour le slide numéro 3, tu m'as proposé ce titre et ce résumé de contenu. Désormais, je veux que tu me donnes le texte mot à mot, le design. S'il y a une image à générer, donne-moi le prompt pour le coller côté image generation. Quels sont les mots importants et les key learnings et comment est-ce que tu orienterais la présentation. Encore une fois, c'est là où c'est un petit peu laborieux et c'est un petit peu du step by step puisque je suis obligée de faire ça pour chaque slide où je vais finalement prendre sa proposition, la dupliquer ou en tout cas la transférer sur mon PowerPoint et j'avance step by step pour ça. Pourquoi est-ce que je suis obligée de faire step by step? Et je sais que c'était ta question suivante. C'est parce que je me suis rendu compte que lorsque je lui demande de générer trop de contenu d'un coup, et c'était le fameux piège des tokens que vous expliquiez à la première formation, il n'est pas capable d'aller autant dans le détail. Et donc souvent, je ne suis pas forcément satisfaite de sa réponse quand je lui dis génère-moi le contenu des 10 premiers slides, par exemple. Je suis obligée de passer au slide by slide. Parce que ça permet d'avoir un niveau de détail et une expertise plus poussée sur chacune de ses réponses. Et ça me permet aussi de lui faire des corrections au fur et à mesure, plutôt que d'avoir 10 slides qui sortent et de lui dire « Ok, j'aime pas ce qui se passe sur la slide 8, fais plutôt ça », et où je me rends compte qu'il hallucine sur le reste. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais d'avoir une image où vous voulez juste changer un détail, vous lui dites « Garde tout, mais change juste ça », et vous vous retrouvez avec une couleur de cheveux différente ou un fond complètement différent. C'est exactement la même chose quand je lui demande de générer trop de texte en même temps. Donc c'est pour ça que je prends le parti de générer slide by slide et d'ensuite d'aller copier dans ma présentation PowerPoint qui jusque-là attendait juste d'être nourrie. Je continue ? Écoute, je pense que c'est pas mal. Donc là, on est arrivé, on a fait une analyse, un premier prompt analyse. Un deuxième prompt où là, tu dis, OK, sur cette analyse qui me va, où j'ai ma structure un peu de tous mes points donc, que je vais aborder, comment je le structure concrètement si je devais faire une présentation. Absolument. Et donc là, le dernier point dont tu nous as parlé, c'est slide par slide. Tu vas lui demander, OK, rentre dans le détail. Et je viens de nourrir ma présentation que j'ai ouverte en parallèle, absolument. Donc tu as quand même un travail, jusque-là, tu as quand même un travail, on va dire, toi, humain, manuel, où, OK, il va te guider pour faire et pour te dire, ça peut être intéressant de faire comme ça. Mais par exemple, sur une slide où si ce qu'il te propose, ça ne te plaît pas, où tu te dis, OK, oui, je vois ce que tu veux dire, mais en fait, moi, je le verrais autrement. De toute façon, tu vas le refaire comme tu le sens toi. Absolument. Tu ne vas pas forcément toujours te reposer uniquement sur le fait qu'ils te disent quoi faire dans le prompt. Dans tous les cas, toi, tu gardes ton expertise et tu as un peu ce côté, OK, bon, là, t'es mignon, mais en fait, je vais faire un truc, il y aura 3 points que je vais mettre avec la slide classique avec les 3 propositions. Là, tu as mal compris ce que je veux dire. Moi, je me comprends, donc je le fais. C'est un peu ça. C'est certain. Et si ce n'était pas le cas, je serais au chômage. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc non, il faut toujours garder en tête que ce que nous donne l'IA est sujet à correction, à relecture, à modification aussi. On a une expertise que lui n'a pas forcément. Peut-être qu'il l'aura dans quelques années, mais en tout cas, on reste pour l'instant plus fort que la machine. Et donc, il faut avoir du discernement, il faut avoir une prise de recul sur ce qui est proposé. C'est une aide, c'est pour gagner du temps, c'est pas pour faire le job. OK. Et donc là, on en est au point où globalement, tu as une presse. Yes. Est-ce qu'il te reste des trucs à faire dessus ou est-ce que tu t'arrêtes là et tu es en mode OK, c'est bon, je lève les mains et j'ai fini? Non, il y a toujours de quoi aller plus loin. Moi, je sais que j'aime, surtout quand je vais pitcher des C-level ou des niveaux de direction, j'aime avoir des chiffres qui viennent appuyer mes dires. C'est pas simplement moi qui ai vu que le vent venait du nord et qui ai pensé quelque chose. Si, je vous assure, j'ai bien analysé le truc. Absolument. Donc, j'aime bien étayer mes propositions, mes affirmations par des chiffres, par des études. Et c'est là où aussi il faut faire attention à GPT. Et souvent, une fois que ma présentation est construite, comme je disais, je vais identifier les slides où il serait intéressant d'avoir des études, de pouvoir citer des sources. Et donc, je lui dis pour la slide, par exemple, 17, j'aimerais avoir une étude qui vienne appuyer mon point sur le fait qu'il faille mettre en lumière ce point-ci ou que cela est important pour développer ce projet. Trouve-moi des études réelles et sourcées, plutôt récentes. Souvent, je demande à partir de 2020. Et surtout, je lui dis que je ne veux que des études qu'il est capable de me nommer et de me citer en termes d'URL. Parce qu'il est arrivé que je demande des études qui n'existent pas. Donc, mon conseil là-dessus, c'est toujours de faire une recherche Google, au moins sur le titre et sur la phrase qui vous est citée en termes d'études pour vérifier qu'elle existe.
et que le chiffre est bon également. Parce qu'encore une fois, on est responsable de ce que l'on annonce et citer des études qui n'existent pas, ça peut paraître moyen, surtout face à des dirigeants. Donc ça, c'est, je dirais, le 4e prompt que j'utilise pour perfectionner mes présentations. Et j'en ai un, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Je ne l'utilise pas toujours, c'est surtout quand j'ai des gros projets, qui est, une fois que j'ai finalisé toute ma présentation avec GPT, je lui dis, OK, maintenant j'aurais besoin d'un executive summary. Donc je lui donne la langue dans laquelle je la souhaite, parfois c'est en 2 ou 3 langues. Bien évidemment, je lui explique ce qu'est un executive summary, puisqu'on n'est pas à l'abri qu'on n'ait pas la même définition. Oui, bah ça c'est sûr. Et je lui demande souvent aussi un elevator pitch, puisque on sait que c'est difficile d'attirer l'attention des dirigeants auxquels on s'adresse, surtout quand on doit aller pitcher un projet. Et donc, souvent, je lui dis, OK, si tu devais pitcher, tu veux vraiment un elevator pitch, pitcher en 2 minutes ce projet et expliquer à un dirigeant pourquoi est-ce que tu veux lui en parler, qu'est-ce que tu dirais? Et là-dessus, il est plutôt bon. Ah ouais? Ouais. Pour le coup, je conseille parce qu'une fois que je lui ai donné finalement tout mon contenu et qu'on l'a construit ensemble, il a tous les éléments. Et donc, il va être capable d'identifier les mots-clés, quelques tournures de phrases qui m'ont aidé dans le passé. Oui, alors qu'en fait, à l'inverse, tu aurais commencé par l'elevator pitch en lui expliquant toi-même ton projet. En fait, il n'aurait même pas eu autant de détails, il n'aurait pas eu autant de contexte. C'était prendre le problème à l'envers, finalement. C'est ça. Donc en fait, concrètement, sur un cas d'usage un peu comme ça, qui est quand même costaud, hein, on ne va pas se le cacher, mais qui du coup a de l'impact pour toi, parce que ça divise par 4. En fait, tu reprends ta réflexion un peu séquentielle humaine, et tu le réappliques toi en te disant, ok, évidemment, je ne vais pas commencer par pitcher un projet en 2 phrases, alors que le projet en lui-même, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, quoi. Absolument. Ok. J'espère que je ne vous ai pas perdu. De toute façon, on va le rappeler, hein, vous aurez vraiment, là typiquement on a cité 5 prompts qui s'enchaînent un peu, vous les aurez dans le petit contenu que vous recevrez après. Moi, il y a, sur cet enchaînement-là, ce que je trouve intéressant, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que tu fais ça dans un seul chat? Parce que tu sais, je pense que tout le monde a quand même déjà un peu testé MGPT, GPT. À chaque fois, on peut créer un nouveau chat si on veut lui poser une autre question. Est-ce que tu fais ça dans une seule fenêtre de chat? Est-ce que pour chaque prompt, tu ouvres une nouvelle fenêtre? Enfin, comment ça se passe? Parce que tu en as parlé toi-même de si tu demandes trop d'infos à la fois ou de citer des infos qu'il a dit il y a 2 heures. Ça peut parfois être un peu délicat. Comment est-ce que tu gères ça justement, toi de ton côté, pour que ce soit le plus efficace possible? Alors moi, j'ai tendance à dédier des chats par projet. Ok. Et donc même par exemple, tout à l'heure, quand je parlais de mes boucles d'email, etc., si j'ai une boucle d'email qui concerne un projet en particulier, je vais venir finalement lui shooter dedans, ce qui va permettre, lui, de capitaliser sur les discussions passées, d'avoir un maximum d'informations. Idem pour les CR. En fait, quand j'ai un CR sur un weekly, par exemple, qui est occasionné toutes les semaines sur un sujet en particulier, je vais venir toujours dans le même chat. En revanche, là, le cas particulier pour lequel tu me poses la question, qui est la construction de présentation, on est plutôt sur des projets d'initiative. On n'a pas encore quelque chose d'extrêmement construit. Donc, j'essaye d'avoir une seule boucle, mais en effet, je me heurte assez souvent aux limites de l'outil où on ne peut pas lui demander un certain... Je crois que c'est 200 messages par jour. Oui, alors tu as le nombre de messages et tu as aussi de toute façon la fenêtre contextuelle, comme on l'appelle, Absolument. où tu as le premier message que tu as envoyé il y a 3 mois, peut-être qu'il ne va pas exactement s'en rappeler. Ouais. Exact. Donc, parfois, je me heurte un petit peu à ces limites. Je trouve que c'est de mieux en mieux par rapport à il y a encore 1 an et demi où il avait 10 messages en tête et c'était réglé. Maintenant, j'arrive à vraiment comprendre et voir qu'il capitalise sur des discussions qu'on a pu avoir il y a plusieurs jours, voire il y a plusieurs heures quand on est vraiment sur quelque chose de très dense, quand par exemple je construis une présentation. Ok. Écoute, je pense qu'on est déjà entré bien dans le détail là, de ces 4 cas. De manière générale, voilà, l'idée c'est aussi que je pense qu'il y a des gens qui nous écoutent, des Adoniens et des Adoniennes qui nous écoutent, qui ont peut-être déjà essayé, qui ont peut-être été dans le cas où tu décrivais au tout début de la page blanche ou le prompt blanc, appelons-le comme ça, où on se dit ok, en fait, j'aimerais bien l'utiliser, mais en fait, je ne sais pas quoi écrire ou j'ai un peu peur. Alors évidemment, ils auront maintenant tes prompts pour commencer sur certains cas d'usage, mais si demain ils doivent créer leur prompt, comment est-ce qu'on en arrive à ton niveau de maîtrise aujourd'hui? Où je pense que voilà, demain, si tu as un nouveau cas qui te vient, en fait, tu vas juste le lancer parce que tu as un peu déjà cette confiance, cette expérience. Pardon. Donc voilà, comment est-ce qu'on devient Fiona?
Oh, wow. quand on utilise l'IA à minima. C'est quoi tes tips un peu? Enfin, voilà, est-ce que tu peux, je pense, nous partager un petit peu ça? Ok. En fait, je vais vous faire une réponse en plusieurs temps. D'abord, moi, j'étais vraiment hyper impressionnée par l'expertise que vous avez dans la practice. Et n'hésitez pas à finalement venir solliciter Yousra, Oleski en disant, bah voilà, je suis face à cette situation, j'ai l'impression, je ressens que je pourrais gagner du temps, mais j'arrive pas trop à comprendre comment, quelles pourraient être les limites ou comment est-ce que je pourrais être aidée. Donc en fait, les gens qui ont davantage d'expérience ou d'expertise vont avoir des petits tips qui vont vous permettre de vous gagner du temps. Le second point, c'est n'hésitez pas à demander à l'outil en fait. C'est-à-dire que moi j'organise un EVJF pour une copine dans quelques semaines et à un moment j'avais l'impression d'être submergée par le nombre de trucs à faire, trouver des restaurants et des activités. Bref, et ben, j'ai demandé à GPT, je lui ai dit ok, là, est-ce que tu peux m'aider? Et si oui, comment? Et en fait, il va vous dire, bah ça je sais pas faire, par contre ça je sais faire, et je pourrais t'aider là-dessus. Et puis maintenant que je sais naviguer sur le web, je peux te trouver les restaurants, etc. Je lui dis ok, tu peux les réserver pour moi? Ah non, ça je peux pas. Par contre, je peux te faire la liste des restaurants qui sont pertinents pour une soirée rooftop, etc. Donc n'hésitez pas même à lui poser lui-même la question en disant mais comment est-ce qu'on peut aller plus loin? Et puis j'espère que déjà cette interview et les contenus concrets pourront vous mettre le pied à l'étrier et vous aider dans un premier temps. Super. Et en plus, c'est bien parce que ça revient sur ton conseil de l'auto-évaluation, de demander. C'est que parfois, lui demander directement à votre chat ou à votre modèle d'IA, ça peut aussi directement vous donner les conseils par lui-même. C'est presque un tuto inclus dans l'outil auquel on peut juste lui demander. Ça serait pas mal dans certains outils, je pense qu'on utilise d'avoir ça. Est-ce que, avant de passer, parce que là l'idée c'est qu'on fasse un peu des questions plus tard, avant de passer aux questions, est-ce que tu as des derniers tips que tu pourrais donner, un peu des tips généraux de quand on veut se lancer dans des prompts, à quoi il faut penser? Surtout en plus toi tu utilises dans le taf concrètement, donc ça je pense que c'est... Alors, j'en avais listé un certain nombre dans le document que vous retrouverez à la fin de cet enregistrement. Mais j'ai décidé d'appuyer sur 4 qui me semblaient assez intéressants. Le premier, c'est s'il vous plaît, ne prenez pas pour acquis tout ce que vous donne l'IA. Il faut relire, il faut vérifier, il faut faire une repasse. Parce que, en effet, je pense que il ne faut pas être le perroquet de l'IA, il faut être sa valeur ajoutée. Et à utiliser le temps qui a été gagné pour apporter le petit plus que vous, consultants, vous avez et que lui n'a pas. Profitons-en tant qu'on a encore des boulots et que l'IA n'a pas tout pris. Donc non, vraiment, c'est un super outil, ça fait gagner un temps fou. Et moi, c'est vraiment désormais un réflexe que j'ai au quotidien en me disant, ok, là, ce que je suis en train de faire, ça m'agace. Comment est-ce que je pourrais utiliser l'IA comme un outil et pas comme une fin en soi, mais pour gagner du temps, pour optimiser ce que je suis en train de faire et finalement n'amener que le petit plus ou la valeur ajoutée qui fait que le consultant reste encore nécessaire, mais qui me fait gagner un temps fou au quotidien. Moi, il y a un tips que j'utilise pas mal et je crois que je l'ai intégré dans un de mes prompts qui est qu'au tout début, quand je lui fais une demande, je lui dis dis-moi si ma demande est claire et pose-moi toutes les questions qui te semblent nécessaires pour réaliser au mieux ta mission. Et ça, le jour où j'ai commencé à inclure ça dans mes prompts, je me suis rendu compte que les outputs étaient tellement plus complets parce que moi, il y a plein de choses qui me semblaient évidentes, mais qui en fait ne le sont pas pour un outil bête et méchant qu'est l'IA. Et donc, du coup, il me disait, de quelle entreprise est-ce qu'on parle? Ah oui, j'avais oublié de dire dans quelle entreprise je travaille. Pourquoi est-ce que tu es en train de faire cette présentation? Quel est ton objectif final? Et en fait, le fait de le guider et de répondre à ces questions permettait de finalement minimiser au maximum les corrections que moi j'avais à lui faire en disant non, t'as rien compris, c'est pas du tout ce que je voulais dire. En fait, c'est moi qui l'avais mal dit. Donc ça, je l'utilise beaucoup sur mes prompts. Pose-moi un maximum de questions afin que tu puisses réaliser au mieux la demande que je te fais. Et l'auto-évaluation, pour le coup, ça me sert bien avec... je le fais de façon très simple, c'est-à-dire vraiment, mets-toi une note sur 20, trouve les axes d'amélioration et fais-moi une seconde proposition qui mérite la 9 sur 20 et qui, selon toi, serait parfaite. Ça prend une ligne, mais je trouve que les résultats qui me sont proposés sont bien meilleurs. Ok, super. Est-ce que, avant de passer aux questions, dernière question, voilà, moi, ça m'intrigue un peu. Là, tu as déjà 4 gros cas d'usage. J'imagine que au-delà de ça, tu utilises aussi un peu plus dans le quotidien, dans plein de trucs. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose, à minima, on va dire, dans le monde professionnel, pour lequel l'IA, tu n'as pas encore utilisé, ou peut-être tu trouves que ce n'est pas forcément au niveau,
où tu n'as pas encore exploré, où tu te dis, ah, j'ai une idée, j'ai pas encore eu le temps, mais je vais essayer de mettre de l'IA là-dedans. Alors oui, j'en ai deux. La première, c'est pour les présentations dont je parlais tout à l'heure. L'IA n'est pas encore capable de nous sortir, par exemple, un code VBA qu'on pourrait réintégrer directement dans PowerPoint, où j'aurais finalement toute ma présentation déjà alignée, déjà au bon template, déjà dans les bonnes couleurs, déjà mise en forme. J'ai besoin, comme j'ai expliqué, d'ouvrir un PowerPoint en parallèle, plugger les contenus qui me donnent. Et je trouve que dans une logique, encore une fois, d'obsession du temps gagné, c'est perfectible et ça serait mieux si on pouvait avoir finalement un code qu'il nous génère, qu'on plug directement dans PowerPoint sur la fonction VBA. Et là où je suis encore assez frustrée, c'est sur la gestion d'un Excel. C'est-à-dire que si je lui donne les accès à mon Google Analytics et mon template de tableau Excel, il n'est pas capable à l'heure actuelle de me générer mon report weekly. Et donc, j'ai eu beau m'y pencher, je pense que ça fait partie des choses qui vont être développées dans les années à venir, mais où il y a encore besoin de beaucoup de petites actions humaines qui n'ont aucune valeur ajoutée au demeurant. Ouais, c'est vrai que sur les Excel, ça, je peux témoigner aussi là-dessus. Je suis d'accord avec toi, ça manque encore de garder une structure fixe à chaque fois. Absolument. Ça, il a vraiment du mal. Ok, bah écoutez, pour toutes les personnes qui nous écoutent, on va passer aux questions. Si vous avez des questions à poser dans le chat, n'hésitez pas. Et juste avant, le temps que voilà, vous écrivez vos questions, un petit rappel, comme je disais, sur la practice. Donc, la practice, on a créé ça fin 2024. On essaie déjà de proposer de nouveaux contenus, voilà, ce format-là par exemple, et j'espère qu'on pourra en faire d'autres. L'idée, c'est quand même de se baser sur le partage de connaissances. On l'a vu, l'IA, c'est quand même assez subjectif, on va le dire. Deux personnes feront deux prompts différents et seront satisfaites de résultats différents. Donc l'idée, c'est quand même d'essayer de partager au maximum les connaissances et surtout, nous, de vous proposer des choses qui sont pertinentes dans la practice. Donc là, avec des retours concrets, mais aussi dans les formats et les formations qu'on veut faire dans l'année, voilà, que ce soit des choses qui soient applicables, parce que c'est vrai qu'on a fait un peu de théorique. Ça, on voulait quand même que tout le monde ait un peu la base de ce que c'est l'IA derrière. Là, l'objectif pour cette année, c'est d'aller dans le concret. Donc c'est aussi de prendre vos retours. Donc n'hésitez pas à nous contacter sur OneClick, à contacter Yousra typiquement, à me contacter moi si vous le voulez aussi, et toutes les personnes de la practice que vous retrouverez sur la page. Et typiquement, s'il y a des gens aussi qui veulent peut-être partager, comme toi aujourd'hui Fiona, leur retour d'expérience, leur cas concret justement, et ben, je pense qu'on serait très ravis, très contents voilà, de vous recevoir et de refaire un format comme ça. Je pense que là, aujourd'hui, on a fait ça dans ton métier à toi. Il y a peut-être d'autres personnes qui ont des cas complètement différents ou alors un peu similaires, mais qui approchent différemment. Donc, ça serait avec grand plaisir. Donc, n'hésitez pas à nous contacter là-dessus. Voilà, j'ai un peu meublé, donc on va passer aux questions. Est-ce que, Evie, du coup, on a des questions intéressantes que tu voudrais nous soumettre, que les personnes nous ont posées? C'est plutôt, surtout pour Fiona, à vrai dire. Tu as le droit de répondre aussi. Alors, on a une première question, c'est est-ce que dans ton activité, il existe des instances où tu prends du temps pour réfléchir à ce qui peut te faire gagner du temps? Et si oui, est-ce que ces instances sont faites seules ou à plusieurs? Alors, je dirais, j'ai pas... Comment? Alors, ah oui, pardon. Donc c'est vrai que la question c'était que est-ce qu'il y a des instances dédiées, toi, dans ton travail, pour réfléchir à comment est-ce qu'on peut gagner du temps, que ce soit avec l'IA ou autre. Et est-ce que ces instances-là, la fin de la question c'était... Seule ou à plusieurs? Est-ce que c'est toute seule, c'est toi qui te prends du temps pour toi-même, ou est-ce qu'il y a quelque chose plutôt au niveau même entreprise, équipe, etc., où vous dédiez du temps pour ça? Alors, la grande réponse est non, dans le sens où je trouve que c'est encore trop rare les gens, que ce soit consultants ou même dans d'autres métiers, qui assument le fait d'utiliser l'IA et de gagner du temps. On a tendance à pas forcément beaucoup le dire, pas forcément beaucoup l'afficher, par peur de passer pour un fainéant ou par peur qu'on nous donne 2 fois plus de boulot quand on se rend compte qu'on le fait rapidement. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Et du coup, c'est vrai que peu de gens en parlent et encore moins de gens l'utilisent finalement. Donc, s'il y avait des instances qui permettent finalement de réfléchir à plusieurs, de brainstormer en disant « Ok, sur ce métier, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Sur cette mission, qu'est-ce qu'on pourrait faire ?» Je pense que ça serait extrêmement bénéfique en termes d'efficacité et de proactivité. Ça permettrait aussi aux gens qui ont de la compétence et de l'expertise à partager de sortir de l'ombre. Et moi, je me rends compte qu'en fait,
tous les jours, quasiment, je parle avec des amis, même dans ma sphère perso, et ils me disent « Oui, mais moi, je ne sais pas comment l'utiliser. » Ok, viens, on s'assoit, et tu me dis ce que tu fais dans ton boulot, et en 3 minutes, je vais pouvoir t'aiguiller. Il faudra que tu apprennes, mais je vais pouvoir t'aiguiller sur comment est-ce que tu peux utiliser l'IA, parce que désormais, tout le monde peut le faire. Que ce soit le boulanger Paul en bas, nous, consultants, ou quelqu'un dans le cinéma. C'est-à-dire qu'il y a toujours des actions à optimiser sur lesquelles on peut gagner du temps. Ok, super, merci. Une autre Deuxième question. Combien d'itérations, questions-réponses, en moyenne avec l'IA pour arriver à un résultat exploitable pour tes présentations PowerPoint sur tous les points? Yes. Ok, du coup, pour répéter la question c'était combien d'itérations est-ce que tu fais? On parlait par exemple sur le cas 4 là où tu avais tes 6 prompts, Ouais. où tu disais oui, en fait, avec chaque prompt, je fais des itérations de améliore-moi ça, fais-moi ci. Combien de fois en moyenne est-ce que tu estimes que tu fais des allers-retours comme ça, d'itérations avec l'IA pour arriver à une réponse satisfaisante? Donc comme je le disais, moi pour arriver à un output qui est une présentation que je considère comme suffisamment complète, il y a 3 grands prompts. Donc la première, c'est où je lui demande l'analyse, la seconde, je lui demande la structure, et la troisième, je vais lui demander le contenu détaillé de chaque slide. Disons que ça, c'est mes 3 grandes étapes. En effet, en revanche, j'ai beaucoup d'itérations au sein de chacune de ces étapes, puisque il est rare que soit je me sois bien exprimée, soit il est bien compris, dès la première consigne, disons. Donc avec le temps, il y en a de moins en moins, parce qu'avec le temps, on se rend compte, je sais que la dernière fois, j'avais plutôt utilisé ces mots-là, et ça avait matché. Mais je dirais que pour chacune de ces grandes étapes, surtout pour la première, quand je demande une analyse et où je vais aller le challenger en disant « Mais pourquoi est-ce que tu ne me parles pas de ça? Tu as oublié de me donner des sources. Et pourquoi est-ce que tu n'abordes pas cette façon de faire là ?» Et c'est là, finalement, la valeur ajoutée du consultant par rapport à l'IA. Là, je vais avoir au moins 2-3 itérations avant d'arriver au moment où je lui dis « Ok, je suis contente de cette proposition. Fais-toi une auto-éval et fais-moi un résultat qui te semble parfait. » Donc, il y a au moins 3 demandes de correction ou où je le challenge un petit peu. Ensuite, sur la partie structure et contenu, si j'ai eu suffisamment de détails dans mes premières itérations, là où je le challenge sur l'analyse, finalement, ça déroule assez vite. Donc là, j'ai finalement beaucoup moins besoin de le challenger. Mais encore une fois, si c'est bien emballé au début, normalement, ça déroule, quoi. Ok, super, merci. Evie, est-ce qu'on a... Alors, une autre question, c'est tu t'appuies sur l'IA également pour l'aspect visuel, mise en forme du contenu, par exemple forme, graphique, etc. Et il y a notamment une remarque d'une personne qui dit qu'on peut utiliser napkin.ai pour ce type de visuel. Ok, alors je vais essayer de reprendre la question correctement. L'idée c'était, est-ce que du coup tu utilises aussi l'IA pour t'aider sur la partie visuelle de tes présentations, au sens vraiment genre les emplacements, les formes à mettre en place, est-ce que là c'est... tu mets ça dans un cercle, tu mets un graphique, donc est-ce que tu utilises l'IA pour t'aider sur ça? Et je crois que du coup c'était quelqu'un qui donnait aussi un conseil qui disait il y a une IA qui s'appelle napkin.ia qui permet justement d'aider directement pour ça. Donc moi je ne connaissais pas, c'est intéressant justement de... Je ne connais pas non plus, Voilà, j'irai voir. On irait voir. Oui, moi pour le coup, je vais vraiment au bout de la démarche où je lui dis ok, décris-moi visuellement le slide que tu me proposes pour ce slide numéro 4 dont tu m'as donné le titre et le résumé. Donc l'idée c'est qu'ils me disent ok, tu divises le slide en 3 grandes parties. Sur la partie 1, je te conseille plutôt de mettre une icône qui va représenter cela. Sur la partie 2, tu pourrais au sein d'un cercle mettre ce chiffre-là. Sur la partie 3, là tu pourrais aller sur un peu plus de texte que tu pourrais mettre entre gros guillemets pour montrer qu'on cite une étude, etc. Donc non, vraiment, je lui demande de m'aiguiller au maximum. Encore une fois, gardons notre libre arbitre et il y a des fois où je ne suis pas forcément d'accord avec lui. Mais je vais vraiment lui demander de m'aiguiller. Et lorsque il me propose par exemple d'ajouter une image, moi j'ai tendance à beaucoup utiliser les banques d'images libres de droit parce que je trouve que ça enrichit les présentations. Parfois, j'essaye de ne pas y recourir de façon systématique. Je lui demande de générer le prompt qui va me permettre de générer l'image auquel il pense. Puisque malheureusement, je suis obligée de passer par les 2 petits outils qui ne sont pas intégrés encore. Ouais. Mais pour répondre à la question, oui, pour le coup, je l'utilise beaucoup également sur la partie design et visuel et pas seulement sur le texte. Ok, super, très détaillé, merci. Prochaine question, est-ce que la création d'un agent IA qui ferait les plusieurs étapes les unes après les autres avec une validation humaine entre chaque étape est envisageable? Alors, donc la question c'était, est-ce qu'on peut envisager de créer un agent IA
qui reproduirait, donc je suppose que c'est pour le cas 4, là, le gros cas dont on a parlé, qui reproduirait chacune des étapes et qui ensuite, voilà, à chaque étape, on valide avant de passer à la suivante. Alors, je ne sais pas si tu veux que je réponde moi, est-ce que tu veux toi... Ah, c'est toi l'expert, Très hein. Moi bien. j'ai juste deux petites mains et beaucoup de recherches derrière moi. Alors, ça dépend ce qu'on appelle agent. Déjà, c'est pour bien définir ce que c'est un agent. Typiquement, je sais que dans Magellan GPT, si vous l'utilisez, maintenant, ils ont renommé les GPT en agents. C'est pas vraiment des agents, en fait. On va souvent qualifier un agent comme quelque chose de plutôt qui est capable d'aller piocher dans plein de sources et qui est capable de justement prendre un peu des décisions où certes, voilà, on va venir valider. Alors, on pourrait prendre un agent au sens Magellan GPT, prendre tous tes prompts, les mettre dedans et lui dire de faire de la validation. Il le fait plutôt bien, mais bon, ça reste un très gros prompt, ça reste beaucoup d'étapes. Si on parle d'un vrai agent, alors oui, c'est envisageable. Maintenant, il faut avoir les outils derrière. Aujourd'hui, je pense qu'en interne, on n'a pas forcément des outils simples pour créer des agents. Et puis même des agents de manière générale, il faut quand même un peu de travail derrière, mais c'est envisageable. La réponse technique, c'est oui, c'est envisageable. Et en fait, ça serait même presque plus simple parce qu'on aurait même moins besoin de lui donner des prompts détaillés comme Fiona, par exemple, pourrait le faire et comme vous allez le voir, puisqu'on lui donnerait plutôt une tâche assez courte en disant j'ai besoin dans tel contexte de faire ci, de faire ça. Et l'agent, normalement, réfléchirait un peu à votre place. Toutes ces questions d'étape par étape, on peut lui préciser les étapes, mais on n'aura pas besoin de faire des prompts ultra détaillés. L'agent sera un peu capable de réfléchir par lui-même pour aller dans le détail, aller prendre les choses. Et en effet, il y aura juste une validation avec peut-être un feedback en disant non, je ne valide pas, refais ça. Mais il y aura un peu moins de travail de copier-coller de prompt et d'aller-retour. Ça, en effet, avec un agent, c'est quelque chose d'envisageable dans le futur. Super. Autre question, tout à l'heure, tu parlais de fenêtres contextuelles. Mhm. Donc, il y a une personne qui demande est-ce que vous avez des tips pour casser cette fenêtre contextuelle dans le cas où l'IA a pris pour compte une hallucination et s'en sert dans toute une conversation alors que l'information de base est erronée, et ce malgré des tentatives de correction. Donc la question, c'était si jamais on parlait tout à l'heure en effet de fenêtre contextuelle, sur le fait que voilà, quand on discute beaucoup dans un chat, il y a certaines informations qui peuvent être... Alors déjà, on garde un certain nombre d'informations dans cette fenêtre de contexte, et en plus de ça, certaines informations vont être un peu perdues ou peut-être mal interprétées. Et on disait, si jamais il y a eu une hallucination dans toute la conversation qu'on a eue, qu'est-ce qu'on fait ? Même si on a déjà essayé de corriger. Donc j'imagine que toutes les étapes de ne prends pas cette information comme ça, ne considère pas cette information comme ça, c'est vrai que dans les outils un peu standards aujourd'hui, malheureusement, j'ai tendance à vous dire qu'il faut recommencer un chat. C'est un peu le... Enfin, je sais pas ce que tu en penses toi, Fiona, C'est c'est déjà exactement arrivé. ce que j'allais dire. Ouais. Dans les cas que moi j'ai eu à faire comme ça, en effet, des corrections en mode non, ne pense pas ça, ne fais pas ça, ne dis pas ça, ce que tu as dit, c'est pas vrai. Il a tendance à vraiment mal le comprendre et mal l'interpréter. Je soupçonne que c'est parce qu'on lui dit ne fais pas ça, qu'on le remet dans sa fenêtre contextuelle, qu'il a tendance à encore plus le garder parce qu'il ne comprend pas forcément la négation correctement. Donc non, je pense que le meilleur moyen, c'est si vous avez essayé de corriger et que ça ne marche pas, malheureusement, c'est de refaire un nouveau chat. Ouais, c'est frustrant, mais dans ces cas-là, moi ça m'est arrivé et j'ai dû repartir à zéro sur un nouveau chat et c'est rageant. Je pense qu'un petit tips peut-être là-dessus, c'est que malgré l'hallucination, si c'est sur un point spécifique, pour vous faciliter la création de nouveaux chats, demandez au chat de vous générer un résumé de tout ce que vous êtes dit le plus détaillé possible, identifiez là où il y a justement eu des hallucinations, enlevez-les ou corrigez-les, et repromptez votre prochain chat avec ce résumé-là. Comme ça, vous redonnez du contexte un peu clean. Ça, c'est le genre de choses qui peuvent marcher pour essayer d'éviter un petit peu ces écueils-là. Absolument. Il y a une personne qui a repartagé l'article sorti récemment par Adon sur l'IA et l'impact environnemental que ça cause. Et du coup, on a une question. Comment pourrions-nous utiliser l'IA de façon plus green au vu du contexte environnemental actuel? Peut-être des pistes ou des tips, tout en gardant le même niveau de performance. Ok, alors du coup la question, pour la répéter au micro, dans le contexte justement environnemental, écologique, green, etc., comment est-ce qu'on peut imaginer des pratiques de l'IA qui nous permettraient d'avoir quand même des résultats et des performances, ça nous aide, en ayant justement une approche peut-être un peu plus éco-responsable, je pense qu'on peut l'appeler comme ça.
Fiona, si tu veux peut-être, toi, est-ce que tu as des tips Pas du déjà tout, là-dessus? pas du Non. tout. Moi, je m'arrête au PPT, c'est tout. Bah écoutez, c'est une question hyper intéressante. Je pense que c'est difficile d'y répondre parce que même les estimations, aujourd'hui, je sais qu'on voit beaucoup d'estimations sur la consommation d'eau, la consommation énergétique. Les calculs sont tous... On apprend à faire ces calculs-là, déjà. Ça ne veut pas dire que ça ne consomme pas, hein, ça consomme, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Maintenant, sur l'impact concret, c'est vrai qu'on n'est pas toujours certain de est-ce que ça utilise autant qu'on pense. Dans tous les cas, comme avec n'importe quel outil qui consomme de l'énergie, l'important, c'est de bien contextualiser pourquoi vous l'utilisez, de ne pas forcément l'utiliser un peu à tort et à travers pour n'importe quoi. Je sais qu'on a vu beaucoup en ce moment sur LinkedIn passer tous les starter packs ou toutes les images en mode un peu animé Studio Ghibli. Bon, c'est marrant 2 secondes, mais c'est vrai que quand on prend un peu de recul et qu'on se rend compte qu'il y a des millions de personnes qui ont fait juste pour s'amuser, générer une image qui a beaucoup pompé dans les serveurs d'OpenAI, ça pose des questions. Sur les starter packs, on se dit aussi est-ce que c'est vraiment utile? Je pense que nous, dans notre métier, à minima, c'est bien de se poser la question de qu'est-ce que ça va m'apporter? Est-ce que ça risque vraiment de me faire gagner du temps? Est-ce que j'ai un contexte bien clair? Parce que ce qui va beaucoup générer aussi, c'est peut-être de beaucoup faire d'échanges, de beaucoup faire d'allers-retours avec l'IA. Donc typiquement se dire, ok, attends, est-ce que j'essaie pas d'abord de faire peut-être un prompt un petit peu déjà bien contextualisé un peu avec ce que j'attends? Et si je ne sais pas ce que j'attends, peut-être déjà réfléchir à ça avant de demander à l'IA une réponse sur laquelle on sera de toute façon pas satisfait parce que nous-mêmes, on n'a pas la compréhension de qu'est-ce qu'on veut en résultat. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair, mais dans tous les cas, je pense que c'est avant tout un usage critique qu'on doit avoir soi-même. Il y a alors je dis soi-même, attention, toute la faute n'est pas sur nous, c'est pas parce qu'on utilise l'IA et qu'on est les plus méchants et les plus horribles personnes de la Terre. Il y a évidemment des questions plus structurelles, mais à notre niveau, en tout cas, c'est vraiment se poser la question de qu'est-ce que j'en attends, quel est le résultat, et est-ce que finalement, est-ce que ça me fait vraiment gagner du temps ou est-ce que ça me fait juste remplacer quelque chose que de toute façon je pourrais faire moi-même. Super. Il n'y a plus de... Bah, écoutez, merci beaucoup. Merci Fiona d'avoir pris du temps. Merci de m'avoir invité. C'était avec grand plaisir. Encore une fois, vous aurez les prompts, tous ces prompts détaillés dans le document que Ellie, je pense, vous enverra. Enfin, en tout cas, qu'on vous enverra après. Voilà. Merci à tous d'avoir pris du temps aussi à vous. Une dernière question qui vient d'arriver. Il y a une dernière question. Est-ce qu'on prend une dernière question, Fiona? Oui. On la prend. Allez, on prend la dernière question. Vis-à-vis de l'éthique écologique droit d'auteur, quelle est au final la valeur ajoutée de générer des visuels? Il arrive très souvent que pour illustrer un propos je pense surtout à PowerPoint, pour illustrer un propos, on a une idée de l'image qu'on voudrait trouver, on se la picture très, très clairement, mais sur les banques d'images, libre de droit toujours, c'est assez compliqué à trouver. Et donc moi, c'est dans ces moments-là où j'utilise l'IA en me disant, ok, j'ai une idée assez claire de quelle image pourrait venir conforter la partie textuelle de mon slide. En revanche, impossible de la trouver sur les plateformes libres de droit. C'est dans ces moments-là où je me dis, finalement, en promptant bien et de façon efficace, je vais réussir à générer une image qui va venir étayer mon propos. Mais en effet, j'ai plutôt tendance à privilégier les banques libres de droit. Et sur la propriété intellectuelle, c'est encore un sujet qui est un petit peu bancal et qui n'a pas encore été vraiment affronté par l'Union européenne sur la propriété intellectuelle de ces images et aussi de ces textes qui sont générés par l'IA suite à un prompt humain. Je pense que Fiona a tout dit, je suis complètement aligné là-dessus. C'est toujours une question de recul et de besoin, de bien avoir le besoin. En effet, si ça vient appuyer quelque chose, qu'on peut le générer et qu'on n'a pas trouvé ailleurs et que voilà, c'est pas quelque chose qui vient volontairement plagier aussi quelque chose, c'est ça aussi sur lequel il faut faire attention. Comme tu dis, même sur le texte aussi. Hein, c'est pour ça que c'est bien de relire, de remettre son propre ton, etc. Ça, tu l'as bien précisé dans tous tes prompts aussi. C'est que personnaliser, refaire une passe humaine sur le texte et sur l'image, avoir un regard critique de est-ce que j'ai vraiment besoin de cette image-là? Est-ce que c'est spécifiquement, je veux le refaire dans un style, typiquement, on va prendre Ghibli encore une fois. Si spécifiquement vous voulez faire du Ghibli dans une présentation,
J'aimerais bien savoir ce que vous faites dans votre travail du quotidien parce que ça a l'air intéressant. Mais en plus de ça, là pour le coup, vous le faites consciemment sur des images de libre de droit, d'illustration, en effet les banques d'images, et peut-être que les questions de droit d'auteur restent ouvertes, ça je suis d'accord, mais au moins ça a un peu moins d'impact, on va dire, créatif, dans le sens où c'est d'illustration un peu commerciale. Et enfin voilà, moi c'est vrai que c'est un peu comme ça que je l'aborde. S'il y a quelque chose de créatif, d'artistique, je trouve que c'est mieux que ça reste personnel et pas forcément qu'on aille utiliser de l'IA pour ça. Si dans notre travail, dans notre contexte professionnel, on l'utilise pour illustrer des choses qui restent voilà, assez standards, assez banales, je pense que c'est peut-être un peu plus acceptable. En tout cas, c'est la vision que j'en ai là-dessus. Super. Bah, écoutez, merci beaucoup. On a fait pile 1 heure. Merci pour votre temps. Bon appétit. Merci Nous aussi, beaucoup. on va aller manger, je pense. On se retrouve, j'espère, s'il y a d'autres gens qui sont intéressés pour venir passer sur le canapé et nous faire un Passer petit... sur le canapé, je suis pas sûre qu'on la réutilise. Pas sûr, pas sûr. Venir s'asseoir avec nous pour discuter d'IA, voilà, pardon. N'hésitez pas et ce sera avec plaisir. Merci beaucoup, bonne journée. Bonne journée.